Moi, j'aime bien dire que j'envisage l'entreprise, et quand je dis l'entreprise, c'est l'employeur, que ce soit une entreprise, un employeur public, que ce soit une association, comme un cadre de vie sociale. Et je reprends ce que tu disais, on passe un tiers de nos vies dans le cadre du travail. Eh ben, il y a plein de représentations sociales qui se jouent. Il y a plein de choses qui vont jouer. Et si on prend pas en compte ces problématiques de santé mentale, elles finissent immanquablement par nous rattraper. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie où mes invités révèlent les coulisses de l'entrepreneuriat et me parlent sans langue de bois de leur parcours. Aujourd'hui, en partenariat avec la CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire, je reçois Étienne Giraud, professionnel expérimenté de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, basé à Pommard en Bourgogne. Il maîtrise l'environnement de l'insertion, de la formation et du médico-social avec une expertise en développement de projets, coordination stratégique et management participatif, favorisant l'autodétermination des bénéficiaires. Une super rencontre avec un professionnel qui anticipe les mutations du secteur médico-social et de l'emploi accompagné. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité Étienne Giraud. Bonjour Étienne. Bonjour Romain. Merci de participer à ce nouvel épisode de Podcast et compagnie. Comment ça va ? Écoute, ça va plutôt bien. Puis surtout, merci à toi de m'avoir sollicité. Je suis très content de passer ce moment avec toi. Écoute, on va parler de ton parcours, on va parler de ce que tu fais actuellement et comment tu as choisi ce parcours-là et comment tu en es arrivé, où tu en es arrivé. Mais quel suspense dans l'introduction de cet épisode. Justement, pour attaquer, est-ce que tu peux nous parler exactement de ce que tu fais, ton activité, avant de revenir sur ton parcours ? J'imagine qu'on va le reprendre régulièrement parce que tu vas voir, on a une activité relativement foisonnante. Alors, dès le départ, je te dis, je vais dire beaucoup parce que c'est une activité que j'ai créée avec un associé qui s'appelle Denis. On a créé ça il y a 2 ans et demi. Donc, on a créé une structure qui s'appelle Coedia, qui est une société qui a été créée, je l'ai dit, il y a 2 ans et demi, en septembre 2023. Et pour faire très court, on est cabinet de conseil, organisme de formation, et on est spécialisé dans tout ce qui est handicap au travail avec une spécialisation plus marquée sur les thématiques de santé mentale et tout ce qui va être handicap invisible. Pour faire très très court. Clair, net et précis. Parfait. N'est-ce pas ? Est-ce que tu peux justement, pour qu'on comprenne exactement comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Est-ce qui t'a poussé du coup à te lancer dans ce milieu et dans cette activité-là avec ton associé Denis, il y a 2 ans maintenant ? Oui, bien sûr. Donc alors, mon parcours, donc moi j'ai une 40aine d'années maintenant, je suis titulaire d'un diplôme d'école de management que j'ai passé il y a quelques années maintenant à Grenoble, Grenoble École de Management. En sortie d'études, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je me disais, j'avais eu en dernière année, j'ai fait une majeure management agile des PME PMI. J'ai eu plein de consultants qui intervenaient, de personnes qui intervenaient auprès de plein d'entreprises, et je me disais, le métier de consultant, ça va être super intéressant de pouvoir rencontrer des entreprises. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui va être gestion d'entreprise, à pouvoir comprendre la façon de gérer une entreprise, de la gérer avec ses propres valeurs, de voir comment tout doit être en cohérence et en concordance, où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et en sortant d'études, justement, je me disais, ça pourrait être très sympa, un métier un peu sur la thématique du consulting et tout ce que je suis en train d'identifier, tout ce que je suis en train de voir, pouvoir l'apporter à d'autres. C'est là où j'ai commencé à chercher un travail et je suis tombé sur des offres d'emploi, et notamment une offre d'emploi qui était conseiller en création d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon. À l'époque, c'était pas la CCI Côte d'Or Saône-et-Loire, c'était encore la CCI uniquement Dijon. Et donc, j'ai postulé, j'ai été pris et j'ai fait pendant 2 ans, j'ai été conseiller en création d'entreprise. J'intervenais en suivi post-création pour des personnes qui venaient de créer leur entreprise. Très intéressant. J'ai rencontré plein de créateurs d'entreprises, des personnes, des profils très divers et variés. Mais voilà, c'était vraiment un démarrage de parcours qui va avoir son importance par la suite. C'est pour ça que j'en parle, même si ça n'a pas duré longtemps. Rapidement, j'ai bifurqué. Alors, question d'opportunité, là aussi, en cherchant les offres d'emploi, en regardant. Je suis tombé sur une offre d'une structure qui s'appelait l'AGFIP, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui cherchait un chargé d'études et développement. J'ai postulé, j'ai été pris, et c'est là où j'ai découvert le grand monde du handicap dans ce qui va être l'insertion et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai passé une 10aine d'années à la délégation régionale en Bourgogne-Franche-Comté. L'AGFIP, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais je vais peut-être redécliner rapidement. Alors, c'est l'organisme qui avant collectait, puis qui collecte plus, puis qui a recollecté, et puis qui collecte plus, mais grosso modo, qui s'occupe de redistribuer la fameuse contribution de 6% des entreprises privées qui doivent avoir atteindre un quota de 6% de personnes en situation de handicap. Si les entreprises ont pas ce quota-là, elles doivent verser une contribution au sein de l'AGFIP qui gère ce fonds et qui ensuite redistribue ce fonds pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc c'est là où j'ai rencontré le handicap, je gérais des fonds, je pilotais des structures, j'ai rencontré tout plein de personnes très investies, très impliquées. C'est là où j'ai fait également pas mal de gestion de projet au niveau national.
Donc j'alternais des gestions de projet au niveau national, j'ai commencé à créer des premières formations et animer des premières formations, des groupes de travail, des groupes de réflexion, à la fois au niveau national, à la fois au niveau régional. Donc c'était très enrichissant et très épanouissant. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que c'était bien beau de gérer des fonds et de voir ça de loin, mais que ça pourrait être intéressant d'aller voir de près à quoi ressemblait la vie d'accompagnement et de gestion de personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai postulé un poste de chef de service dans le médico-social en Saône-et-Loire pour accompagner, pour gérer de l'accompagnement de public, alors un public plus spécifiquement porteur d'un handicap psychique, et également un public porteur d'un trouble du spectre autistique. C'est là où j'ai travaillé aussi avec l'ensemble de ce qu'on appelle le milieu protégé, c'est-à-dire ESAT, IME, ITEP, pour travailler les insertions en milieu ordinaire. J'ai rencontré tout plein de collègues, j'ai rencontré des personnes très impliquées, j'ai rencontré des façons de fonctionner, j'ai découvert tout plein de choses, et c'est là où notamment j'ai rencontré Denis qui allait devenir mon associé. J'ai passé 5 ans sur ce poste-là, c'est là où j'ai découvert la thématique du trouble psychique et de fil en aiguille les problématiques de santé mentale. C'est là où j'ai découvert finalement qu'il existait un énorme trou dans la raquette, c'est-à-dire que dans tout ce qui va être le monde de handicap, et je vais pas être trop technique et j'irai guère plus loin, mais grosso modo, il existe des financements, il existe des offres pour toutes les personnes qui ont une reconnaissance. Et avant d'avoir une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, il peut se passer énormément de temps, et notamment dans les problématiques de santé mentale. C'était suite à la pandémie, on a vu que c'était une thématique qui était en train vraiment de beaucoup monter. Chaque fois qu'on passait en entreprise, qu'on expliquait un petit peu les problématiques de troubles psychiques, de santé mentale, très très régulièrement on nous disait mais attendez, moi j'ai plein de personnes comme ça, est-ce que vous pouvez intervenir? Et on se rendait compte que il n'y avait pas grand chose qui était fait pour des personnes qui étaient porteuses de problématiques de santé mentale. C'est là où au bout de 5 ans avec Denis on s'est dit ça pourrait être sympa de créer nous-mêmes notre propre structure, parce qu'on se retrouvait sur tout plein de points, notamment, et on en reparlera beaucoup, la ludopédagogie. On aime bien créer du jeu, travailler à partir du jeu pour sensibiliser. C'est tous les deux retrouver sur de l'animation de formation, sur des choses comme ça, sur passer des messages. Et ça semblait être une évidence de continuer notre parcours professionnel ensemble. Donc, on a créé notre structure pour aller encore plus loin, pour proposer des formations et des actions de sensibilisation. J'ai été un peu long, mais j'espère que ça a été relativement clair. C'était hyper complet, Étienne. Donc c'est cool. Pour en revenir sur ton associé, Denis, lui, il est éducateur spécialisé de formation, c'est ça, hein? Exactement. Donc, il est éducateur spécialisé de formation. Lui, il a passé plus de 20 ans à travailler auprès d'un public en situation de handicap psychique sur différents services du médico-social. Et donc, son dernier poste, c'était conseiller en insertion. Et c'est là où on s'est rencontrés, et c'est là où il a développé déjà la façon d'accompagner le public, ça il avait déjà, mais la façon de parler en entreprise, de parler auprès d'employeurs. Il maîtrisait déjà tout le jargon et tout le verbatim autour de ça. Oui, absolument. Et de vraiment sur la façon d'accompagner des personnes qui pourraient être concernées par des problématiques de santé mentale. Toi, dans la création d'entreprise, tu maîtrisais un peu le sujet, vu que tu as déjà travaillé à la CCI, donc créer une entreprise, c'est pas trop le genre de truc qui a été difficile pour toi. Il est malin ce Romain. Eh oui, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est pour ça que c'était un peu évident. Je t'écoute, oui. C'est différent. Mais je vois, c'est ça qui est malin. Donc effectivement, c'est pour ça que le saut de se dire tiens, on va créer notre entreprise, ça a été, et puis j'imagine qu'on en reparlera beaucoup si j'ai bien suivi, c'est un peu le sujet de tes podcasts, mais ça a été à la fois quelque chose pas forcément d'évident, mais de se dire ça me faisait pas plus peur que ça. Déjà, en tant qu'ancien conseiller en création d'entreprise, je savais que le premier réflexe c'était quoi? C'était de se retourner vers un service d'accompagnement. J'ai beau moi avoir certaines compétences là-dedans, j'avais besoin d'autres personnes pour pouvoir m'appuyer. Et mon premier réflexe a été bien naturellement de retourner voir les anciens collègues, la CCI qui était devenue Côte d'Or Saône-et-Loire. J'ai rencontré des professionnels de très grande qualité qui m'ont permis de m'accompagner, parce que un des premiers écueils, c'est de se dire je vais réussir à faire tout seul, il n'y a pas de souci, je gère, ça va se gérer. Et quand je dis tout seul, alors on était à deux, mais même à deux. Étant donné, puis étant donné le profil de Denis, tout ce qui va être administratif, il me le confiait un peu plus, et notamment sur la création d'entreprise. On a réfléchi ensemble l'ensemble de notre offre, ce qu'on voulait faire. Denis va être très bon sur créer des nouveaux outils de sensibilisation, animés, tout ce qui va être purement administratif et notamment les rouages de la création d'entreprise. Il m'a un peu plus fait confiance. À quel moment vous avez sollicité la CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire dans la création de l'entreprise? C'est vraiment au tout début, ou alors vous aviez déjà travaillé un peu chacun de votre côté, réuni les informations, et ensuite vous êtes allé voir une personne à la CCI pour mettre ça sur papier?
Non, c'était vraiment au tout début. Avec Denis, on commençait à réfléchir. On était encore salariés. On se dit tiens, ça pourrait être pertinent. On commençait à jeter des idées comme ça, mais ça partait dans tous les sens. Et je me souviens du premier entretien qu'on a eu avec l'excellente Laure Bonino de la CCI à Chalon, où j'arrive, je lui dis bah voilà, j'ai des idées. Moi, ce que je voudrais, ce serait de créer ça. Je me souviens que j'étais encore. Est-ce que ce serait une SCOP? Est-ce que ce serait une SIC? Est-ce qu'on serait sur une SARL? Ce qu'on pourrait faire, c'est à la fois de la formation, à la fois on pourrait faire ça, enfin ça partait absolument dans tous les sens. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, quand dans une démarche de création, mais comme dans toute démarche de gestion de projet, et je continue de faire de la gestion de projet actuellement, ce que je dis systématiquement aux personnes que j'accompagne en gestion de projet, c'est au démarrage, ah oui, mais on va pas dire ça parce que ça se fera jamais. Peu importe. On part vraiment sur l'idéal. Sur l'idéal, je me bride pas. Et on lance des idées comme ça de partout. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un peu en forme d'entonnoir. On met toutes ces idées au début, puis après, au fur et à mesure, on va écrémer, puis on va vraiment ensuite se concentrer sur l'idée qui nous semble être la meilleure et surtout qui est alignée avec ce qu'on a envie de faire. C'est très intéressant ce que tu dis. Qui nous semble être aligné sur ce qu'on a envie de faire. Et à la fois, alors ça, c'est le point de départ, effectivement, c'est ce que je t'ai dit. Pour moi, je suis persuadé qu'une création d'entreprise, il faut que ça corresponde à tes valeurs, à qui je suis exactement. On pourra beaucoup en reparler, mais en même temps, je sais plus quelle était ta terminologie, mais qui semble être la meilleure. Et donc, qui semble être la meilleure, c'est quoi? On est là pour créer une entreprise, pour créer nos propres emplois. Ça veut dire qu'il faut pouvoir rencontrer un marché. Ouais. Et il faut pouvoir que les deux s'alignent. Et ça, c'est pas forcément le plus facile. Donc, vraiment, la réflexion, elle a été là. Se dire, qu'est-ce qu'on veut présenter? Comment est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on peut le présenter? Et c'est là où c'était très important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et la CCI nous a apporté ça, d'avoir, donc je te le disais, une référente qui était Laure, mais en même temps, elle nous a orientés vers Nadia sur la partie juridique, Adrien sur la partie financière, un jeune homme très pertinent sur la partie communication. Et nous, le plus compliqué, c'était vraiment ça. C'était vraiment de trouver la bonne offre qui puisse parler. Parce que là, je te parle de santé mentale. On pourra s'en reparler après. J'imagine que tu vois à peu près ce que c'est. Ben, le problème, sans être un problème, c'est que quand on parle de santé mentale, c'est très vaste quand on maîtrise pas le sujet et qu'on n'est pas confronté à ça. Tu vois. Et surtout, maintenant, ça te parle parce que 2 ans et demi ont passé. Il y a 2 ans et demi, quand on parlait santé mentale, les personnes nous regardaient avec des grands yeux. Donc, on a beaucoup hésité sur la terminologie. Il y a encore 2 ans, on parlait plus risques psychosociaux. Il y a quelques années, on parlait troubles psychiques. Il faut que le vocabulaire évolue. Il faut qu'on évolue sur ce qu'on veut dire, sur comment est-ce qu'on va le dire, parce que c'est des sujets qui parlent pas beaucoup, voire même qui peuvent faire peur. Et donc, tout l'enjeu de la réflexion, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on va apporter, comment est-ce qu'on va réussir à la vendre, est-ce qu'on va rencontrer un marché, et auprès de qui, comment est-ce qu'on va segmenter notre marché, on pourra s'en reparler aussi, de la fameuse segmentation, et comment est-ce que je vais mettre en place une offre cohérente par rapport à mes valeurs et qui puisse rencontrer un public. Justement, ça a été un véritable défi, ça, au début, de trouver la bonne offre qui correspondait au bon public avant de lancer l'entreprise. C'est ça qui est compliqué au début, c'est de pas se tromper, quoi. Exactement. Et surtout, alors, quand on a créé, ça fait un petit moment, moi, quand même, que j'œuvre dans ces domaines-là. Je savais que j'allais avoir un public et j'allais avoir quelques personnes qui allaient nous suivre, qui attendaient qu'on crée pour pouvoir faire appel à nous aussi. Notamment, on travaille beaucoup avec l'économie sociale et solidaire. On travaille beaucoup avec des structures qui gravitent autour de l'insertion professionnelle parce que les problématiques de santé mentale auprès de leurs bénéficiaires, ils y sont de plus en plus confrontés. J'étais persuadé qu'on avait un petit marché qui allait pouvoir nous attendre et que pendant, grosso modo, la première année, voire les 2 premières années, on allait pouvoir s'en sortir. Surtout avec les aides de Pôle emploi encore à l'époque, pour pouvoir tenir la première année, que ça devrait pouvoir le faire. Mais toute la réflexion, bon créateur d'entreprise, c'est de pouvoir se dire, oui, ok, j'ai un marché captif au démarrage, mais il faut que je puisse élargir, et comment je vais pouvoir toucher un public un peu plus large, et comment est-ce que je suis toujours en réflexion par rapport au coup suivant. Et dès la création d'entreprise, ça a été cette réflexion-là. On s'est aussi appuyé sur le MEDEF de Saône-et-Loire, j'en profite pour passer un petit coucou aux copines du MEDEF de Saône-et-Loire, des salariés, en leur disant, on voudrait créer, est-ce que tu peux nous faire rencontrer quelques DRH pour qu'on puisse tester notre pitch et tester notre offre. Ce qu'on a fait comme ça un soir, on allait rencontrer quelques DRH pour tenter de pitcher ce qu'on faisait et pouvoir vraiment reprendre à chaque fois pour présenter. Ouais. Et puis ça, tu vois, la présentation que je t'ai faite tout à l'heure, tu me dis, ça me semble très clair. C'est pas du tout la présentation que je t'aurais faite il y a 2 ans et demi. Donc, on est toujours en phase de réflexion sur qu'est-ce qui parle le plus, comment est-ce que je me présente le mieux et comment est-ce que je développe des services qui peuvent répondre. Pour bien préciser la temporalité un petit peu de tout ça, Étienne, t'étais encore en poste lorsque vous avez lancé l'entreprise ou alors vous avez chacun quitté vos emplois, vous avez pris le temps de bien structurer ce que vous vouliez faire et ensuite vous avez lancé l'entreprise?
Alors, on a quitté nos emplois avec l'idée de créer l'entreprise. Ça, c'est un dispositif qui n'existait pas quand moi, j'étais encore conseiller en création d'entreprise. La démission pour reconversion professionnelle. Dispositif extrêmement intéressant qui fait que quand on dépose un dossier, je me souviens plus des noms de la structure, là, j'ai été accompagné par le CIBC à l'époque, pour pouvoir déposer un dossier auprès de cet organisme qui gère les démissions pour reconversion professionnelle. Quand on montre quelque chose d'un peu cohérent, on avait un tout petit peu avancé le sujet, on montre que vraiment on va démissionner pour se reconvertir, et ben là ça nous permet d'ouvrir les aides auprès de France Travail. C'est-à-dire comme si on signait une rupture conventionnelle, ça fait qu'on est reparti avec de l'ARE et la possibilité d'avoir accès à ces aides de France Travail. Maintien de l'ARE et l'ARS pour une exonération partielle des cotisations sociales de la première année. Ce qui permet d'être un peu serein pour lancer son entreprise et de voir venir, et surtout de pouvoir éliminer ce problème pour pouvoir justement se concentrer sur son projet. Je te confirme. Et là, vraiment, je trouve que le dispositif est extrêmement intéressant. Je l'ai beaucoup dit, moi, je travaille beaucoup sur l'insertion du maintien dans l'emploi. Quelque chose qu'on identifie, c'est vraiment ça, ces problèmes de mobilité entre entreprises une fois qu'on est en poste. Pourquoi ? Parce que tout le monde te dit, appel de CV, c'est vachement intéressant, il faut oser entreprendre, il faut oser changer de boulot. La réalité, elle est tout autre. C'est de se dire que quand tu es en poste et que tu te dis, je vais démissionner pour différentes raisons, pour créer, pour essayer de me projeter sur autre chose, finalement, tu pars absolument sans filet. Là, le fait de pouvoir avoir ce petit filet, alors qui n'était pas un filet énorme, mais quand même, ça permet d'être serein. Allez, nous, on a pris le versement de capital, ça fait qu'on a touché 6 mois de salaire, grosso modo. On pouvait avoir, dans les 6 mois qui venaient, on avait un salaire qui était maintenu à taux plein. Ouais, ça aide, forcément, parce que du coup, tu vois pas une chute de ton niveau de vie du jour au lendemain. Et ça veut dire que sinon, on l'aurait provisionné dans notre prévisionnel, et on aurait demandé beaucoup plus à la banque, et on se serait mis une contrainte supplémentaire, donc un risque supplémentaire. Avec ton associé, Denis, vous avez eu la trouille un peu ? Non, vraiment. Alors, Denis, un peu plus, parce que lui, il partait en terrain un peu plus inconnu, mais la trouille, non. De toute façon, on se disait, au pire, on a 6 mois. Allez, quand je te dis 6 mois de salaire, nous, on s'était débrouillé pour avoir un peu d'argent de côté, en se disant, comme je te le disais, on avait déjà démarché, on savait que ça allait démarrer, on savait que la première année, on prenait pas beaucoup de risques. On savait qu'on allait limiter notre train de vie. Alors, Denis comme moi, on n'a pas des trains de vie bien fastueux non plus, On se disait, pendant un an, c'est pas grave, on va voir ce que ça dit. Puis on se donnait grosso modo 1 à 2 ans pour voir si ça allait prendre. Donc, on se disait, au bout d'1 à 2 ans, de toute façon, alors, comme je te disais, Denis, il est éducateur spécialisé. C'est un métier qui recrute, donc il aurait fini par retrouver, pas forcément là où il voulait, mais c'était pas très compliqué. Et moi, j'avais pas trop de crainte non plus. Voilà, au pire, j'aurais fini par retrouver un boulot. Tu vois, quand t'as un bac plus 5, que tu connais un peu de monde sur le secteur, c'était pas non plus, c'était un saut dans l'inconnu, mais qui était relativement maîtrisé. Et grâce à ces aides, on était plutôt serein. Et puis de toute façon, tu peux être sûr de rien. Donc oui, il y avait une petite crainte, puis qu'on a toujours maintenant, mais qui était vraiment maîtrisée autant qu'on pouvait la maîtriser. Je suis allé sur votre site internet coedia.fr, j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses très intéressantes sur l'impact de la santé mentale dans la vie de tous les jours et au travail bien évidemment. J'ai vu que vous faisiez des ateliers de sensibilisation par exemple, ça consiste en quoi exactement dans les entreprises ? Alors nos ateliers de sensibilisation, ça c'est vraiment comme je te le disais avec Denis, on s'est retrouvés autour d'un point central qui est le jeu. Se dire, quand on intervient, quand on sensibilise, quand on forme, il faut passer par le biais du jeu, de ce qu'on appelle la ludopédagogie, pour faire comprendre les choses. Et ça, on est extrêmement créatif sur ces sujets-là. Donc, on crée des ateliers. Là, on en a 3 qui tournent quasiment en permanence. On crée des jeux. Ça consiste en quoi ? Sur ces 3 jeux d'environ 1h30 qui vont avoir des thématiques différentes et on se base toujours sur les mêmes principes d'intelligence collective. C'est-à-dire on intervient, on demande à ce que ce soit des groupes qui vont de 8 à 60 personnes. On a déjà animé des jeux pour 60 personnes. On met des personnes en collectif. On leur dit, tiens, vous allez me créer des groupes, des équipes entre 4 et 6 personnes. Et on pose des questions. On fait différentes activités pour que les personnes réfléchissent ensemble ou interagissent ensemble en partant du principe que déjà, si tu réfléchis à plusieurs, les notions qu'on va t'apporter, elles vont déjà beaucoup mieux s'ancrer. Et on tourne différents jeux autour de la santé mentale. On en a un où on pose différentes questions, on met des managers en situation, on leur dit tiens, il y a quelqu'un qui vient, qui reprend, il a été en arrêt maladie depuis 1 mois, il reprend son travail, il est visiblement changé, vous voyez que il a une hygiène corporelle un peu dégradée, quelle lecture vous faites de la situation, et vous êtes son manager, qu'est-ce que vous mettez en place?
Voilà, on pose différentes questions comme ça, on essaie d'amener toujours énormément de bonne humeur et ça marche très bien. Ça vraiment, ça fait partie du truc qu'on a identifié, notamment d'un point de vue commercial. Parler santé mentale, quand les personnes ne savent pas du tout ce que c'est, ça fait peur. Et ben nous, on intervient avec des petits jeux où vraiment on déstigmatise complètement le sujet. Sur un sujet qui pourrait être un peu lourd, ben on joue, on rigole et on apporte du fond. Et ça marche super bien. C'est ludique. Et je vois, vous l'avez mis sur votre site internet, que ça peut être financé par le biais d'organismes justement pour ces ateliers de sensibilisation au handicap. Donc ça, c'est bien. Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut être déductible de la fameuse contribution à la GFIP. Concernant la santé mentale, alors de façon générale, et on va plus préciser peut-être au travail, est-ce qu'aujourd'hui c'est un véritable problème dans les entreprises? Est-ce qu'il y a véritablement besoin en fait d'avoir un soutien et une boîte comme Coedia pour assister les salariés dans leur vie de tous les jours au travail? Parce qu'on y passe quand même un tiers de notre vie. Donc tout à fait. On se plaît à se dire que le monde du travail a changé depuis le Covid. Hein. D'ailleurs, Romain, je ne sais pas si j'ai déjà entendu ça sur des interviews ou sur l'ensemble de tes podcasts. Tu faisais quoi, toi, avant de faire du podcast? Alors moi, je suis toujours animateur radio. D'accord. Et ça fait 20 ans que je fais de la radio et à côté de ça, je fais des podcasts, ouais. Ah ouais, c'est pas une reconversion professionnelle en disant tiens, non. Tu vois, parce que ton profil aurait pu être ça, tu vois, ça aurait pu être des personnes qui sont en emploi, puis tu vois un peu ce qu'on a fait nous, se disent et notamment ça a été beaucoup le cas après 2020, mais j'en peux plus, je tiens plus en poste parce que c'est trop compliqué, parce que perte de sens, je vais te reparler de tout ça après, et qui disent je crée à côté, je lance ma propre structure parce que le monde du travail tel que je l'ai connu, tel qu'il est, me fait souffrance. Je souffre dans le cadre du travail. Il est fort possible aussi, Étienne, je pense pas me tromper en disant ça, mais que le Covid a été un véritable déclencheur dans beaucoup de cas et les salariés se sont dit c'est l'occasion ou jamais de bosser sur un projet que j'ai envie de mettre en place depuis des années. Ouais. Et ça, c'est ceux qui étaient les plus structurés, les plus proches au départ, qui ont sauté le pas et qui disent allez, je teste. Les autres qui restent, restent en se faisant du mal, en se faisant souffrance. Et la problématique, elle est là. Et donc, tu te retrouves en emploi. Alors, je dis pas que là, une fois de plus, tout est de la faute de l'employeur. C'est jamais que ça. Ce qu'on essaie de faire comprendre en sensibilisation, c'est que le mythe du salarié qui vient, qui laisse ses problématiques personnelles au portique de l'entreprise quand il arrive le matin, et ensuite, quand il ressort le soir, il laisse ses problématiques professionnelles dans l'entreprise, ça n'existe pas. Les deux sont toujours très liés. On va rencontrer ça, on va rencontrer un profond mal-être. On est dans une société, et là, actuellement, c'est un petit peu anxiogène, hein. Je sais pas si tu suis un peu l'actualité, mais c'est pas très rigolo quand même en ce moment. Actualité internationale un peu anxiogène, actualité écologique un peu anxiogène, l'actualité économique dans différentes entreprises, effectivement. Étienne, on va pas se mentir, l'actualité est toujours anxiogène. C'est rare qu'il y ait beaucoup en ouverture de journal la naissance d'un panda ou alors si tu veux. À différents points. Oui, mais t'as tout à fait raison. Et tu rajoutes à ça effectivement ce côté quête de sens au travail en se disant mais finalement, comme tu le disais très bien, je passe un tiers de ma vie au travail, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Tu rajoutes à ça des collaborateurs qui disent le management à la papa tel qu'on l'avait connu avec un chef qui vient te hurler dessus, qui t'humilie régulièrement, ça marche plus bien. Tu rajoutes des problématiques personnelles, tu rajoutes des grosses problématiques de santé mentale chez les jeunes notamment. Donc pour les parents de devoir gérer ça, pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ça donne un mélange assez détonnant. Et là-dedans, tu rajoutes un autre point qui est le management de proximité. On forme beaucoup les managers de proximité. Bien souvent, au démarrage de nos formations, les managers nous disent moi, je suis venu là parce qu'on m'a demandé de venir, mais attention, moi, je suis manager, je suis pas psy. Et nous, on reprend toujours oui, mais si t'es manager, t'es là pour gérer l'humain avant toute chose. Ah oui, mais non, moi, je suis là parce que je suis un bon technicien. Non, un bon manager, c'est pas un bon technicien. C'est quelqu'un qui gère de l'humain avant tout. Et c'est ce qu'on essaie de rappeler. On essaie de rappeler que vous êtes là pour gérer de l'humain, que les managers sont là pour gérer de l'humain, que les problématiques humaines, elles sont complexes, que derrière des managers ou des services RH qui nous disent ah oui, mais moi les problématiques personnelles, je veux pas en entendre parler. Certes, mais enfin bon, on est humain et donc ce qui nous arrive dans le cadre personnel, ça va impacter le cadre professionnel. Et donc c'est un tout. Et moi, j'aime bien dire que j'envisage l'entreprise, et quand je dis l'entreprise, c'est l'employeur, que ce soit une entreprise, un employeur public, que ce soit une association, comme un cadre de vie sociale. Et c'est là, je reprends ce que tu disais, on passe un tiers de nos vies dans le cadre du travail. Et il y a plein de représentations sociales qui se jouent. Il y a plein de choses qui vont jouer. Et si on prend pas en compte ces problématiques de santé mentale, elles finissent immanquablement par nous rattraper. Juste un petit chiffre, c'était l'OMS qui disait ça, 25% de la population française va connaître au cours de sa vie un problématique de santé mentale qui va dégénérer en troubles psychiques. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'était des chiffres un peu au doigt mouillé sur lesquels on se rend compte actuellement qu'on serait plus autour de 30-40%. Bon, point positif du coup pour Coedia, vous avez du boulot quoi.
Alors voilà, ça c'est le point positif. Non, puis le point positif qu'il faut voir, c'est justement en se disant les employeurs, on sait qu'on travaillera pas avec tous les employeurs, mais les employeurs avec qui on travaille, on rencontre des situations formidables, on rencontre des gens incroyables qui sont extrêmement impliqués. Même dans beaucoup de formations, on rencontre des personnes qui vont très au-delà de ce que nous on préconise. Et ce qui est toujours bien, hein, et la question qui nous est toujours posée, c'est où est la frontière ? La frontière, c'est celle que tu te mets en fait. Hein. C'est de se dire jusqu'à quel point j'accepte de déborder, jusqu'à quel point j'accepte d'accompagner des personnes, jusqu'à quel point j'accepte de me dire que ça peut faire partie de mon rôle. Du coup, avec Coedia, vous êtes à chaque fois obligé d'adapter votre discours et les formules que vous mettez en place pour aider les salariés. Et quand je dis les salariés, j'inclus évidemment les managers et la direction. Vous êtes obligé à chaque fois d'adapter le discours, d'adapter les choses que vous mettez en place avec elles ? Déjà, oui, on adapte. Et ensuite, on part toujours d'un simple postulat qu'on va pas venir avec des baguettes magiques, avec une solution toute faite, avec la martingale qui fait, si vous appliquez ça, 100% de réussite, il n'y a pas de souci, les personnes vont être motivées, vont revenir et vous allez tout cartonner. On bosse avec de l'humain. Et donc, ce qu'on dit toujours sur ce type de formation et d'action de sensibilisation, c'est on va vous donner des bonnes postures, qui nous semblent nous être des bonnes postures, en disant, et qui ont été validées par des programmes validés en psychiatrie, hein, en disant voilà quelles sont les bonnes postures, notamment la posture de la réhabilitation psychosociale en psychiatrie, qui sont les nouvelles tendances de la psychiatrie, en disant voilà grosso modo ce qui fait que ça devrait fonctionner, sur des principes de bienveillance, tout en ne se laissant pas embarquer trop loin non plus, sur quelques grands principes. Ça, normalement, ça devrait à peu près fonctionner. Et après, il n'y a pas de situation qui se ressemble. Quand tu m'interrogeais tout à l'heure sur comment est-ce que vous avez créé l'entreprise, sur quoi vous êtes mis d'accord, je me souviens d'un temps d'échange qu'on avait avec Denis. Je vois encore où on était. On était sur une terrasse comme ça, en se disant mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Et je lui dis tiens, viens, on va lister des valeurs. Qu'est-ce qui nous vient en tête ? Et je me souviens, je le regarde, je lui dis ben voilà, de façon très immodeste, ce que je veux qu'on fasse, c'est changer le monde du travail. Il me dit mais attends, t'es fou, on va pas changer le monde du travail. Je lui dis mais à un tout petit niveau. Mais juste si on arrive à faire comprendre que dans le cadre du travail, oui, on est là pour accomplir un travail, mais on est aussi là pour passer du temps ensemble et que les deux peuvent être liés et que si on arrive à travailler sur les deux points de façon concomitante, on a tout gagné. Et c'est bien modestement ce qu'on tente de faire quand on fait appel à nous. Est-ce que vous avez des concurrents ? Est-ce que Coedia a des concurrents ? J'imagine que oui. Oui. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de concurrents ? Tu vois, il y a d'autres personnes qui vont proposer des choses différentes, des choses complémentaires. Coedia, on est avec Denis et il faut pas oublier de citer Marion, sinon elle va me faire des gros yeux. Donc, depuis maintenant un peu plus de 1 an et demi, on a une assistante qui travaille avec nous. Donc, on est 3. Si tu veux de la concurrence, quand on est une toute petite structure comme nous, on sent pas de concurrence. On est tellement petit qu'on n'a pas suffisamment de marché pour se dire je me suis fait tailler des gros-pierres. Mais les entreprises préfèrent peut-être aussi travailler avec comme les agences de communication, ça arrive souvent où on préfère travailler avec une petite équipe où on sait qu'on a un véritable suivi plutôt qu'avec une grosse structure où t'es finalement qu'un numéro et pas forcément en fait une tu vois. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi le fait donc on est basé en Bourgogne-Franche-Comté, les sujets sur lesquels on intervient sont des sujets très spécialisés, hein, tu l'as vu. Donc, peu de concurrents en tant que tels en Bourgogne-Franche-Comté. Les quelques structures il y a d'autres structures qui font ça, mais qui sont des structures nationales. La Bourgogne-Franche-Comté est trop petite. Ça attire pas ces grosses structures. On est relativement seul à proposer ce qu'on fait. Il y en a d'autres qui font d'autres choses très intéressantes, qui peuvent être très complémentaires, mais tu vois, notamment sur les actions de sensibilisation par le biais du jeu, les actions de formation telles qu'on peut les développer. On est relativement seul. Avec la CCI, pour reparler un petit peu d'eux, la CCI de Côte d'Or et de Saône-et-Loire, est-ce que vous avez bénéficié d'ateliers, de formations complémentaires, même si vous étiez déjà bien armé avec Denis, ou alors est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont amené à vous poser des questions et à entamer une réflexion pour affiner encore votre projet pour lancer Coedia ? Ouais, c'était vraiment en phase de création. Alors, est-ce qu'on a fait des formations complémentaires dispensées par la CCI ? Non, peu. Pourquoi ? Parce que j'avais quand même un profil assez particulier. Oui, on va dire que Étienne était un petit peu bien calé. Clairement. C'est un peu ça, tu vois, le profil de la création d'entreprise, je maîtrisais à peu près. Et après les rencontres qu'on a faites, c'est l'ensemble des professionnels de la CCI qu'on a pu rencontrer qui nous ont vraiment amené à réfléchir à ça. Ensuite, j'ai fait différentes rencontres parce que donc Nicolas qui est le responsable du pôle création, c'était pour ne rien te cacher, c'était mon tout premier collègue. On a été l'un et l'autre le premier collègue de l'autre. Donc on se connaît depuis quasiment 20 ans.
fait souvent appel à moi quand il a besoin d'illustrer sur de l'entrepreneuriat, et ça me permet de rencontrer tout plein d'autres entrepreneurs et vraiment de pouvoir avoir des discussions et des échanges très intéressants avec d'autres entrepreneurs. C'est bien de les citer, hein. C'est des gens qui sont importants dans la construction et la mise en place d'une entreprise qu'on a envie de lancer. Il faut pas se lancer seul. Il faut vraiment s'entourer parce que on est vite débordé. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses auxquelles il faut penser, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les bonnes personnes en contact, parce que souvent elles nous donnent un cap. Oui, c'est exactement ça. Et puis surtout, on est sur des accompagnements qui sont gratuits. On ne le dira jamais assez, mais qui sont gratuits. Ils se débrouillent toujours pour aller chercher les bons financements. Donc là, on parle beaucoup de la CCI parce que c'était mon premier emploi et que c'est eux qui m'ont accompagné. Mais on forme pas mal aussi la BGE. On a travaillé avec la BGE Franche-Comté. On a travaillé avec des BGE en Bourgogne qui sont très compétents également. Donc l'idée, c'est de vraiment, pour des personnes qui écouteraient, qui auraient l'idée de créer, c'est surtout de pas créer tout seul. Ça, c'est essentiel. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus, hein. J'en ai beaucoup parlé, mais mon profil fait que j'aurais pu tout à fait créer tout seul, mais enfin tout seul. On aurait pu créer à deux avec Denis, mais c'est quelque chose de très spécifique qui demande une certaine spécialisation. Beaucoup de personnes disent mais c'est trop compliqué la création d'entreprise. Bah oui, mais heureusement, si quelqu'un trouve la création d'entreprise compliquée, faut pas créer, hein, parce que ce qui vient après, c'est encore plus compliqué, hein. C'est encore plus dur, ouais. Ah bah oui, la création d'entreprise, oui, c'est compliqué, mais ça impose de réfléchir et de structurer. Si tu structures pas avant de partir, la structure déjà que tu poses avant de partir, c'est grosso modo comme dans une maison, c'est que tu commences par poser des fondations. Si tu as des fondations qui sont toutes bancales, bah, tu te casses la gueule. C'est une belle image, Étienne. Ah, je sais, je m'en suis rendu compte en la disant. C'est vrai. Et même si tes fondations, elles évoluent en permanence, si tu pars et que tu es peu structuré, c'est comme ça que tu vas au carton. Concernant justement votre collaboration avec Denis, j'imagine que vous voyez beaucoup. Alors, ça dépend des moments. Ah, ok, d'accord. C'est bien ça tout le problème, si tu veux, notamment fin d'année dernière, on a eu tellement de sollicitations que je pense que sur le dernier trimestre, on a dû se voir 3 jours. Donc on intervient énormément l'un et l'autre de façon indépendante. Ça fait partie de nos réflexions pour la suite. Tu vois, là on est encore donc 2 ans et demi, c'est très récent, hein, ce qui fait que ça a très bien fonctionné en 2025. On a de très belles perspectives en 2026. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à soit dire non, soit envoyer des partenaires, parce qu'on a un petit réseau de personnes extrêmement compétentes. Et quand on parle Coedia, je t'ai cité Denis, je t'ai cité Marion, on peut citer Yacine, hein, qui est le dernier larron, qui est un copain qui, lui, intervient en tant que formateur indépendant et qu'on fait pas mal travailler pour nous, et de pouvoir se dégager un peu plus de temps. Arrêter de se dire, il faut qu'on prenne systématiquement. Et notamment, c'est ce qu'on disait avec Denis, notamment moi, qui garde encore ce côté un peu plus chef d'entreprise que Denis, qui sera plus sur vraiment de l'animation, parce que c'est toujours cette réflexion. Ça fonctionne là actuellement, mais qu'est-ce que ça deviendra d'ici 1 an, d'ici 2 ans? C'est plus moi qui fais du commercial, qui fait de la communication, qui fait de la prospective par rapport à ce que pourrait devenir le marché, et pouvoir se dégager du temps, parce que si on ne le fait pas, ça, c'est bien sympa. On aura vécu 3 ans, on aura bien vécu, on aura fait plein de trucs, mais le risque, c'est toujours que demain tout s'arrête parce qu'on n'aura pas senti le marché, parce qu'on n'aura pas senti ce que ça va devenir. Comment on arrive à gérer la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle? Parce que généralement, c'est un peu mélangé et ça se dilue. Ouais, pas tant que ça. Au final, nous, on y arrive plutôt bien. Donc, au démarrage, on est un peu couillon avec Denis, hein. On s'était dit, alors lui, il habite à côté de Tournu. Moi, j'habite à côté de Beaune. On s'était dit, c'est pas grave, on fera du télétravail, on échangera. C'était très con. Heureusement, très rapidement, on a réfléchi, on s'est dit, non, il nous faut des locaux. Ça tombe bien, on connaissait l'extraordinaire Yasmine, qui est directrice de ID Service, une structure d'insertion, qui a des locaux à côté de Chalon. Je lui ai dit, mais il me semble que tu as un bureau disponible. Elle m'a dit, oui, je serais très contente de vous avoir en colocataire. Donc, on est colocataire, on a un petit bureau, et ce qui fait qu'on se retrouve au bureau parce qu'il faut absolument qu'on puisse se voir et échanger. Mais j'ai perdu ta question, du coup. T'as vu, je me suis perdu tout seul. Non, c'est pas grave. C'était de savoir comment faire pour bien gérer sa vie perso et sa vie pro. Ah oui. Où je te disais que peut-être ça pouvait se diluer, mais apparemment, vous avez réussi Parce que aussi, et je précise, vous avez des locaux. Vous avez des bureaux. Exactement, c'est pour ça que je savais bien que je parlais pas des bureaux pour rien. Mais effectivement, le fait d'avoir des bureaux, déjà physiquement, ça te coupe du boulot. Ce qui fait que quand on est au bureau, on est au bureau. Quand on est à la maison, on est à la maison. Ça, vraiment, je pense que si on était resté sur du télétravail et sur bosser chez soi, alors certainement qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à différencier. Moi, je pense que j'aurais pas pu. Moi, en plus, tu l'entends, j'aime bien parler. Avec Denis et Marion, on aime bien discuter, on aime bien échanger. Les jours où il y a personne, que je me retrouve en télétravail, que je suis tout seul chez moi, je déprime. J'aime pas trop ça. Des fois, certains font du télétravail au lancement de leur entreprise, quand ils ont peut-être un associé ou pas, parce que juste ils n'ont pas encore les moyens de se payer un local, tu vois, ou un espace de coworking. Mais je suis bien d'accord. Mais tu vois, c'est là où
c'est pareil, ça, on l'avait pas identifié nous. Après, au final, trouver des petits locaux, ne pas rester seul, c'est essentiel. Et là, tu vois, juste pour illustrer, j'ai une copine qui faisait le même métier que nous, qui était en région Nord, Hauts-de-France maintenant, qui vient d'arrêter parce qu'elle était toute seule et que la solitude lui a trop pesé, bien que son entreprise et bien qu'elle ait beaucoup de marché. Et donc, le fait d'être à deux, c'était essentiel aussi. Et comment est-ce qu'on gère vie privée, vie professionnelle? Bah, au final, bien, tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, cette frontière-là, elle se fait assez naturellement. Quand je suis à la maison, je suis quelqu'un qui de base est quand même relativement un peu feignant, hein, qui fait que du travail à la maison, j'essaie de pas trop en faire non plus. Effectivement, quand t'es chef d'entreprise, tu pourrais travailler à 24, hein, mais j'aime bien, j'arrive plutôt à gérer mon temps de travail. Par rapport à mon poste précédent, je trouve que ma charge de travail est quand même nettement moindre que ce que je pouvais connaître avant en tant que chef de service dans le médico-social, hein, ça faut se le dire aussi. J'aurais pensé vraiment que ça aurait été l'inverse, que justement, en étant son propre patron, du coup, on avait beaucoup plus de travail, tu vois, à mener de front et que les journées étaient plus longues. Ah, mais ça, c'est pour qui n'a pas travaillé dans le médico-social. Voilà. Oui, forcément. Si tu veux, j'avais une charge de travail qui était un peu démesurée. Quand tu dois gérer 17 collaborateurs, que tu dois gérer différentes structures, tu dois gérer différents appels d'offres, que tu dois gérer plein de reporting, plein de machins, ça te prend un temps fou. Là où quand tu sais ce que tu fais, comment tu veux le faire et que tu as les idées relativement claires, que derrière, notamment, tu sais où t'es compétent, où t'es moins compétent. Hein. Quand je te dis que ça fait 1 an et demi qu'on a recruté Marion, c'était pas juste pour se faire plaisir. C'est surtout qu'avec Denis, on est 2 grands créatifs, mais que l'administratif, la gestion, que notamment le côté organisé, pas trop notre truc, hein, on peut se dire comme ça. Moi, un tout petit peu plus que Denis, mais on n'est pas très bon. C'est là où savoir identifier ses faiblesses et de pouvoir faire appel aux bonnes personnes pour combler les lacunes, pour pas perdre trop de temps. On aurait pu ne pas recruter Marion, se dire nous on bosse tout seul parce qu'on a les moyens. Après, ça nous permettrait de gagner encore plus d'argent. Mais si tu veux, ça c'est pareil. Quand on a créé l'entreprise dans nos valeurs, l'idée c'était pas de devenir multimillionnaire, c'était de pouvoir vivre en accord avec qui on était. Et l'accord avec qui on est, c'est quoi? Ça veut dire qu'on se prend 1 semaine à chaque vacances, 2 semaines à Noël, on se prend plus de 4 semaines l'été parce que de toute façon en formation, il y a personne qui demande de formation pendant les vacances, mais c'est assumé. Tu vois, quand on travaille, après, à contrario, quand je te dis le dernier trimestre, moi je me suis beaucoup retrouvé à devoir intervenir à Vesoul, à Belfort, un peu partout en Franche-Comté. Ça veut dire que tu pars, tu dors à l'hôtel, t'es beaucoup en déplacement, la pression est là parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut faire, que tu finalises ta formation la veille d'intervenir en formation. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Quand faut charbonner, il faut charbonner, quoi. Faut être là. Exactement. Et on sait qu'on est sur une activité très saisonnière. Voilà, on est début d'année. C'est cool parce que là, début d'année, on passe beaucoup de temps au bureau. Ça me permet, moi, de faire pas mal de choses. Ça nous permet de reprendre de l'administratif, de faire des la podcasts, communication, des podcasts, absolument. Non, mais voilà, t'as tout à fait raison. Et qu'à un moment cool, tu vois, il y a encore 1 ou 2 ans, quand on avait créé, qu'on voyait pas trop cette saisonnalité, ça nous stressait. Là, moi, ça me stresse pas, je le prends comme une opportunité parce qu'être au bureau, c'est cool aussi. Quels ont été les moments les plus mémorables ou gratifiants de votre parcours avec Denis, ou juste du tien d'ailleurs, et puis à l'inverse, les plus durs à surmonter? Ça a été un peu galère et puis compliqué, quoi. Les moments les plus gratifiants, il y en a plein. Les moments les plus gratifiants, c'est toujours les mêmes. Les moments les plus gratifiants, c'est à chaque fois qu'on finit une formation d'avoir des retours de personnes formées en disant mais c'est la formation, mais c'est déjà fini, c'est passé trop vite, c'était hyper intéressant ce que vous m'avez dit, je vais pouvoir m'en servir au quotidien. Et les moments les plus gratifiants, c'est même quand on retrouve des personnes qu'on a formées quelques mois après qui nous disent mais ce que vous m'avez dit, ça m'a énormément servi, ça m'a permis, j'ai sauvé quelqu'un que j'ai senti en état suicidaire à une époque, j'ai évolué sur ma façon de manager, sur ma façon d'accompagner les personnes. Ça, c'est extraordinairement gratifiant. Nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et à l'inverse? Les moments les plus galères, le moment le plus galère, le moment le plus galère, moi je l'ai connu l'année dernière. Comme je te l'ai dit, je suis pas hyper bon en administratif, j'ai tendance à faire 40 trucs à la fois. Il a oublié de payer ses impôts, celui-ci. Non, c'était pas les impôts. Non, c'était un jour avec Denis, on devait intervenir à Lons-le-Saunier pour une animation. J'arrive, je sors de l'autoroute, je venais de sortir de l'autoroute, je roule, et là je reçois un coup de fil. Je dis allô, Etienne, ouais. Et qu'est-ce que tu fais? T'es pas là? Je lui dis non, pourquoi? Il me dit tu sais, on avait rendez-vous à Norge pour animer quelque chose. Je lui dis mais non, mais c'est la semaine prochaine. Elle me dit mais non, mais tu te fous de moi? Non. Et en fait, je m'étais planté de date, figure-toi. Donc là, énorme coup de stress. Je me dis putain, c'est pas possible. Je fais demi-tour, je roule à fond la caisse sur l'autoroute. Heureusement, on avait Yacine qui était en stage chez nous, qui a pris tout le matos. On s'est retrouvés. On est arrivé à 14h05 pour une animation qui devait commencer à 14h. On était censé être là à midi. On a pu assurer, mais ça, c'est resté un peu traumatisant pour moi, si tu veux. Le fait de planter un horaire, de planter quelque chose, c'est quelque chose qui peut arriver. En tant que chef d'entreprise, mais même pour n'importe qui. Mais là, tu vois, on jongle avec tellement de choses différentes que,
le loupé d'agenda. Et moi, s'il y a un truc que je mets par-dessus tout, c'est la satisfaction du client, des personnes avec qui on travaille, et d'avoir renvoyé cette image de non-professionnalisme. Moi, c'est un truc qui m'a fait terriblement violence. Bon, maintenant, tu es quelqu'un qui vérifie 2 fois ton agenda? Non, mais tu rigoles, mais tu vois, ça fait partie de ce qu'on expose en formation, notamment sur le burn-out. Tu as des personnes qui sont un peu plus sujettes que d'autres au burn-out. Je sais que j'ai un profil qui en fait partie, et ça m'a suivi pendant quelques mois où, à chaque fois, avant de partir pour une animation ou quoi que ce soit, je revérifiais plusieurs fois la date, le lieu. Je demandais à Marion de vérifier. Je reprenais systématiquement la valise qui nous accompagne partout pour vérifier que j'avais tout. Et encore maintenant, tu vois, j'ai jamais été d'un naturel très angoissé, mais là, ça m'a mis un petit coup de stress, et effectivement, ça t'amène à revérifier plein de fois. Mais de toute façon, on sait bien qu'on aura beau tout vérifier, tout reprendre, il y aura toujours des loupés, hein, ça arrivera. Hein. Là, ça fait partie de la vie, hein, de toute façon, d'avoir des loupés, c'est comme ça, quoi. Hein, donc, mais c'est jamais bien marrant. Donc ça, voilà, ça a été le moment le plus galère. C'est pas non plus une énorme galère. Hein. Non, ça va. Vous êtes arrivé avec 5 minutes de retard. Ça va? Non, mais 5 minutes de retard sur le moment de démarrage de l'animation. Ouais. Normalement, il y a toute la mise en place. On était censé arriver vers 11h, faire la mise en place, accueillir les personnes pour le déjeuner, essayer de commencer à animer un petit peu. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Quel conseil tu donnerais à un futur entrepreneur qui souhaite se lancer, notamment concernant l'accompagnement de la CCI? Tu vas lui dire que oui, évidemment. Bah oui, bien sûr. Oui, bah ça, c'est tout ce qu'on vient de se dire. C'est quel conseil? Donc, les conseils sont divers et variés. C'est effectivement de se faire accompagner. Ensuite, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais c'est vraiment de bien vérifier qu'on a un marché. Parce que qu'on a un marché, déjà, ça c'est essentiel. Ensuite, c'est comment je vais pouvoir rencontrer mon marché. J'ai déjà lâché le mot tout à l'heure, c'est là-dessus, bien comprendre ce qu'on appelle une segmentation de marché. Alors là, je donne des grands mots, mais c'est de savoir que je m'adresserai pas de la même façon. Par exemple, j'en sais rien, si je vends du jambon, je m'adresserai pas de la même façon, je communiquerai pas de la même façon. Si je m'adresse, j'en sais rien, à un public qui a les moyens, qui dit que le jambon, il veut vraiment du jambon haut de gamme, qui va regarder d'où vient le jambon, quelle est la provenance, comment il a été fait, à quelqu'un qui, lui, va acheter du jambon parce qu'il a besoin de se nourrir, mais qui va chercher quelque chose de pas cher. Pour illustrer la segmentation. Donc, de comprendre, quelles sont mes cibles? Comment est-ce que je m'adresse? Est-ce qu'elles sont intéressées? Est-ce qu'il y a un marché? Et derrière, moi, j'ai tout plein de zones où j'identifie qu'il y a un marché, mais est-ce qu'il y a des moyens sur ce marché? Parce que tu peux avoir un super marché, tu te dis, putain, là, je vais intervenir, et nous, on travaille beaucoup avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc le secteur associatif, hein, pour faire très large, où tu sais qu'il y a un marché, tu sais que là, il y a vraiment des besoins. Mais il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas un marché s'il n'y a pas d'argent. Et ensuite, c'est comment est-ce que je communique, comment est-ce que je rencontre ce marché. Et ça, c'est pas facile non plus. On a beau être les meilleurs animateurs, les meilleurs formateurs du monde, et on l'est, hein, Romain, je te prie de le croire. Si personne ne le sait et si personne ne fait appel à nous, je le montrerai à personne, et j'aurais beau être le meilleur du monde, ça servira à rien. Tout ça, c'est des conseils du coup qu'on t'a donné ou que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer, ou tu connaissais déjà tous ces... Non, moi je connaissais déjà ça. Ça, c'est vraiment, je le savais déjà, et de savoir comment je vais communiquer, et de pas se dire, la communication, tu sais, on est passé par un prêt d'honneur, un prêt initiative, où tu passes devant des personnes où ils te demandent, comment est-ce que vous avez prévu de communiquer. Je faisais moi-même partie de comité de prêt d'honneur il y a très longtemps, où tu demandes aux personnes comment tu vas communiquer. Je vais mettre en place un Facebook et je vais mettre en place un site internet. Oui, mais d'accord, mais ça suffit pas, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas les rencontrer? Et si tu veux, ça a longtemps été nos réflexions, nous aussi, parce que ce qu'on propose, on est sur un marché vraiment d'extrême niche. On bossera pas avec tout le monde, parce qu'il y a plein de personnes, 90% des employeurs, ça les intéresse pas. Ils se disent, moi, c'est pas, ça me concerne pas. Et comment aller les rencontrer? Et si tu veux, là, ça fait partie aussi de notre stratégie de développement. Les fameux jeux de sensibilisation dont je te parlais, pour moi, ces jeux de sensibilisation, on ne les fait pas cher. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mettre un pied dans l'entreprise et de se baser beaucoup sur le bouche à oreille. On essaie de travailler beaucoup avec des clubs d'entreprise, beaucoup avec les différents MEDEF, beaucoup avec la NDRH, avec différentes structures pour venir animer des actions de sensibilisation pour que les gens se disent « c'était super, par contre, c'était trop court, on n'a pas appris grand-chose ». Oui, c'était 1h30, mais regardez, on a d'autres actions de formation, d'autres choses derrière. Ça permet de se dire, et ça, on a un peu tâtonné pour trouver ce modèle-là, qui fait que là, maintenant, il fonctionne. Donc, on a un site internet, t'es allé dessus, tu as trouvé des informations. Site internet, c'est pareil, ça pourrait être, on pourrait y passer 3 heures par semaine pour essayer d'avoir quelque chose à jour. Évidemment. On a un compte LinkedIn sur lequel moi je communique beaucoup aussi. On a notre marque de fabrique sur LinkedIn qui marche plutôt bien. J'incite toutes les personnes qui écoutent à me demander en ami sur LinkedIn. On fait des actions de communication, ça marche plutôt bien. On est sur un ton très décalé qui est toujours pareil, tu vois, quand tu dis en cohérence avec qui on est. Nous, je me plais à dire avec Denis, quel est notre principal capital? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est qu'on est très sympathique. C'est qu'on est sympathique. Là, tu m'as. Tout le monde l'entend. Rassure-toi, Étienne, oui. tout le monde le sent bien. Et vous n'avez pas entendu Denis.
Denis, qui lui est un grand escogriffe avec un accent du Sud, qui au bout de 5 minutes, on a l'impression que c'est notre meilleur ami depuis 20 ans. Et vraiment, on a ce côté-là, ce côté très direct en formation. Quand on intervient, on aime bien tout de suite tutoyer les gens, être dans des rapports de proximité. Et vraiment, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait ce retour-là, tiens, je crois hier ou aujourd'hui sur LinkedIn, c'est dire qu'on peut parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça me va bien. Si nous, on s'emmerderait, c'est assez... J'en ai suffisamment des actions de formation, des personnes qui viennent, qui ont un support PowerPoint qui fait 460 slides, et tu les écoutes parler. C'est pas intéressant, ça. Ah, mais je pense qu'à la deuxième slide, moi, je m'endors. Ah oui, bah voilà. Exactement. Et donc, nous, on essaie vraiment de casser tout ça. On essaie vraiment, systématiquement, quand on intervient, de se dire, est-ce que vous pouvez intervenir? Ça dépend, c'est une table ronde, ou alors c'est vraiment de l'échange. Ah, bah, c'est une table ronde. Ah, bah non. Bah, évidemment, c'est pas la même façon de présenter, pas la même façon d'animer, évidemment, ouais. C'est sûr. Et table ronde, c'est vrai que c'est dur, ça. Mais voilà, tu vois, tout ça pour dire que c'est toujours cette fameuse cohérence de se dire tout ce qu'on fait, toute l'image, tout ce qu'on renvoie. Et c'est des trucs, tu vois, moi j'en ai toujours été persuadé, tu vois, par exemple, Denis qui s'interroge toujours, mais attends, là, on risque de se couper de certains clients qui vont nous juger pas professionnels. C'est pas grave. De toute façon, ces clients-là, si toutefois ils nous font intervenir, ils seront pas satisfaits parce qu'on correspondra pas à l'archétype et à ce qu'ils ont en tête d'une formation. On sera pas, nous, sur des formations ultra guindées et avec juste du descendant parce qu'il faut montrer ça. Tu vois, au même titre, on anime de plus en plus de séminaires. Systématiquement, quand on s'adresse à moi pour un séminaire, tiens, est-ce que tu peux m'animer un séminaire? Ouais, pas de souci, ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire dans ton séminaire? Je voudrais travailler ça et ça. Ouais, non. Ah bon, pourquoi non? Déjà, ton séminaire, tu vas pas pouvoir travailler tout ça. Ensuite, nous, si on intervient sur un séminaire, garde bien en tête que ce qu'on va travailler avant tout, c'est le côté ludique et le côté les personnes sont contentes de se retrouver. Ça sert à ça, un séminaire. Ça sert pas à travailler. Ça sert à pouvoir se retrouver, à pouvoir échanger, à pouvoir vraiment créer du lien et recréer du lien. Et ensuite, on rajoute une notion de travail avec peut-être 1 ou 2 points à travailler. Écoutez bien les entreprises, ce que dit. Ah, c'est important. Ne pas se dire putain, je vais leur coller plein de trucs. Il faut absolument qu'ils produisent, qu'ils y aillent. Ça sert à rien. Dans un séminaire, les personnes sont contentes de se retrouver. Et déjà, rien que ça, si on travaille sur de la cohésion d'équipe, mais tu remplis 90%. Eh oui. C'est pour ça que les entreprises doivent bien prendre en compte tout cela et pas juste se dire tiens, je vais installer un baby-foot et un terrain de pétanque dans mon entreprise et puis ça va faire l'affaire. Exactement. Ben non, c'est un peu au-delà de ça. C'est pareil. Ça se décrète pas le collaboratif. Ah tiens, je vais leur demander d'être collaboratif, ça va bien se passer. Alors ils ont rien fait ces cons-là. Ben non, ça se décrète pas, ça se manage au quotidien. C'est un bon pitch pour vendre ton produit en tout cas. Bravo. Oui, non mais mais tu vois, c'est là où une fois de plus, je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui vont se dire non, c'est n'importe quoi, et qui seront pas du tout dans cet état d'esprit. Et c'est pas grave après que eux soient en cohérence avec leur personnalité. Tu vois, vraiment, j'en ai beaucoup parlé, mais ce côté cohérence d'une entreprise par rapport à la personnalité du chef d'entreprise, pour moi, c'est le point essentiel. Et donc, voilà moi comment je mène mon entreprise, voilà comment j'ai ma vision du business et des personnes avec qui je pourrais travailler. Une fois de plus, je travaillerai pas avec tout le monde. C'est la même chose qu'un entretien d'embauche. Ah, j'ai pas été pris en entretien. C'est pas grave, ça veut dire que pour certaines structures, tu correspondais pas, il vaut mieux ne pas être pris, hein. Des fois, vaut mieux, ouais. Je suis d'accord. Tu vois, nous, c'est pareil, tu vois. On a encore jamais connu ça, mais on pourrait très bien tomber sur un employeur avec qui ça se passerait hyper mal. C'est pas encore arrivé? Non, c'est pas encore arrivé. On a cette chance-là, tu vois, parce que quand j'ai les premiers échanges commerciaux, je montre tout de suite qui je suis. Tu vois, j'essaie de pas te cacher pour vendre à tout prix. Voilà ce qu'on va faire. Et puis, je préfère qu'on soit d'accord et je préfère ne pas vendre plutôt que de vendre sur quelque chose qui pourrait être un peu compliqué derrière et sur lequel on se retrouverait pas. Ouais, je comprends. Je fais exactement la même chose. Quand je sais pas, je fais pas. Comme ça, au moins, t'es sûr de pas te tromper. Et puis, c'est le meilleur moyen d'avoir une image un peu dégradée. Ils sont intervenus, c'est vraiment des pimpins. Non, c'est juste qu'on n'était pas d'accord. Carrément. Et tu vois, ça, c'est un autre point essentiel qui peut s'appliquer dans tout type de business. C'est toujours bien définir le besoin. Un client nous appelle, vous avez mis ça en place, je voudrais que vous développez cette même formation. Ouais, peut-être, mais déjà, vous allez m'expliquer quel est votre besoin, puis on va voir. Je suis pas là pour vous vendre le même produit à tout le monde. Je voudrais comprendre ce qui vous amène vers nous et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour répondre au mieux. Peut-être que ce sera cette formation, très certainement. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Enfin, en tout cas, réfléchissons avant parce que
parce que nous, c'est pas juste un catalogue qu'on applique comme ça bêtement. Coedia, C'est beau, hein. Coedia, c'est beau. Ah oui, non, c'est beau, très bien. Étienne, tu parles bien et en tout cas, on comprend exactement ce que tu dis avec en plus des mots simples et du coup, ça aide vraiment à mieux comprendre en quoi consiste votre activité avec Denis. C'est coedia.fr, c'est le site internet de votre boîte et j'invite vraiment les gens et a fortiori les entreprises à aller faire un tour dessus et je pense qu'elles y trouveront pas mal de réponses déjà et on les invite évidemment à vous contacter pour améliorer les conditions des salariés parce que des fois on ne voit pas que ça va pas parce qu'on a la tête dans le guidon et qu'il se passe des choses et on est concentré sur d'autres problématiques et c'est évidemment normal mais c'est important aussi d'axer la santé mentale des salariés et de mieux comprendre pourquoi ça va pas même quand ça va d'ailleurs faut savoir pourquoi ça va, ça permet de mieux comprendre quand ça va pas. Ouais, c'est exactement ça. Au démarrage, tu vois, on avait trouvé une phrase choc en se disant, on se présentait comme des spécialistes des comportements bizarres et inadaptés au travail. C'est exactement ça, c'est de se dire, j'ai quelqu'un qui va pas bien, bah regarde-moi ça, ce feignant-là, il s'est encore mis en arrêt maladie et puis il veut pas faire et puis regarde, il fait pas. Et ben on amène des clés de lecture et de compréhension pour dire que c'est pas que des personnes feignantes ou qui n'ont pas envie et de se dire qu'il y a peut-être une autre grille de lecture à se mettre en place sur certains comportements. C'est exactement ça. On arrive à la fin de cet épisode de Podcast et compagnie avec une dernière question. C'est la question. Enfin, c'est la question. C'est là où je gagne 1 million. J'aimerais. Ah merde. J'aimerais. C'est le truc que tu préfères. C'est la dernière rubrique avant de se quitter. C'est pour mieux connaître les invités avec quelques questions. Tu dois choisir entre deux choses. Je te propose 2 mots et tu me dis ce que tu préfères. C'est le tu préfères. Entre écouter ou parler. Moi, je préfère parler, tu l'auras compris. Non, pas du tout. Blanc ou noir? Ni l'un ni l'autre, si tu veux. Là, on m'a encore posé la question récemment, quelle est ta couleur préférée? Je ne comprends pas cette question. Pour moi, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'objet, d'utilité, de tout le reste. Si tu veux, j'arrive pas à me représenter une couleur, donc non, pas de réponse. Mais là, tu peux le voir un peu, en voyant de façon plus large la question, tu peux te dire, est-ce que tu vois plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein, par exemple? C'est ça ta question. Ça va dépendre où. J'ai plutôt tendance, tu l'auras vu, je suis quelqu'un de dynamique et d'assez positif, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein en règle générale. Quand je commence à voir le verre à moitié vide, généralement, je le vois pas à moitié vide, je le vois complètement vide. Comme ça. Ou alors, j'en bois un deuxième. Et ça va beaucoup mieux après. Ça, c'est autre chose. T'es plutôt pizza ou burger? Plutôt pizza. Oh, dis donc, mes grands-parents étaient italiens, ma mère était prof d'italien. Non, on rigole pas avec ça. Mais attention, parce qu'il y a pizza et pizza. Là, quand on me lance là-dessus, je suis plutôt pizza quand c'est des vraies pizzas. Voilà. Ok, d'accord. Base tomate, pas base crème et tout ça, là. On est sur la vraie pizza. De quoi tu parles? Oui, puis avec une vraie pâte et avec des vrais ingrédients dessus, une pizza, c'est pas... Voilà, mais oui, une vraie pizza avec 17 trucs dessus, tu sais même plus. Alors, je vous ai mis... Et pas des mentales, mon Dieu. Je vous ai mis un cordon bleu, après, à côté, il y a de la saucisse de morteau et je rajoute de la choucroute. Oh là là. Arrête, on va pas finir copain. Sur la pizza hawaïenne, t'es comment, toi? Ah, non, mais non. Question suivante. Vacances ou travail? Vacances. Ah bah oui, forcément. Pourquoi travailler? Même si on peut travailler pendant les vacances. Et en même temps, tu vois, vacances, mais en même temps, c'est ce que je me plais à dire depuis qu'on a créé Coedia, si tu veux, le fameux blues du dimanche soir ou de la reprise de vacances que je connaissais fortement sur mes précédents emplois. Là, quand je termine les vacances, les veilles de reprendre, au lieu de sentir du blues, je sens une excitation de retourner au travail. Et ça, je souhaite ça à tout le monde dans sa vie professionnelle. Parce que tu sais que t'as plein de choses à faire et t'as plein de projets encore à mener. Et déjà, puis parce que je sais que je retrouve Denis et Marion et c'est toujours un ravissement de les retrouver à chaque fois que j'arrive. Et que j'adore ma vie professionnelle. Donc là, c'est vraiment... on s'est donné les moyens, je me suis donné les moyens de créer ça et c'est vraiment trop bien. T'es plutôt été ou hiver? Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, vacances, ouais. Ah oui, plutôt été ou hiver? Plutôt hiver, moi, si tu veux. Alors, hiver, c'est qu'à merde quand on voit pas le soleil et qu'il fait froid comme ça, mais en même temps, les étés qu'on a connus, pas cette année, mais les années précédentes, avec des températures de plus de 40 degrés, ça, c'est insupportable. Voilà, Étienne, on va en connaître d'autres, voire pire, ça. Je sais bien. C'est mal barré pour que ça aille de mieux en mieux. C'est pour ça que je préfère l'hiver, parce que on se l'a dit en début de podcast, je suis relativement sportif, et l'été, quand il fait 40 degrés, tu fais rien. L'hiver, quand il fait froid, tu peux toujours faire des trucs. C'est vrai. T'es plutôt série ou film? Série. On va faire les séries. C'est quoi la dernière série que t'as vue? T'as eu le temps? Je suis en train de finir Stranger Things. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, je dis pas à la fin. À la fin, non, c'est gentil. À la fin, il meurt. Je sais pas qui, mais il meurt. Ouais, non, mais j'ai pas vu. Je sais pas qui. J'ai pas vu non plus. Mais non. Tiens, c'est un lien avec été ou hiver ou vacances ou travail d'ailleurs. Mer ou montagne?
Montagne, plutôt montagne. Oui, parce que je fais beaucoup de vélo et que du coup aller gravir des cols à vélo, c'est cool. Ouais. Mais en même temps, mer, mais la vraie mer, hein, c'est-à-dire l'Atlantique ou la Manche. D'accord. Pas la Méditerranée, quoi. Non. T'es plutôt TikTok ou Instagram? Et dans votre boulot, je pense que ça peut servir pas mal pour communiquer. Et je suis ni l'un ni l'autre. Le seul réseau social sur lequel je suis, c'est LinkedIn. Voilà. Okay. Ouais. Le reste, là, je suis complètement dépassé par ça. Maison ou appartement Maison. Ouais. Mais avec un bureau à part pour pas tout mélanger. Oui, parce que surtout dans ma maison, j'ai pas de pièce pour faire bureau, donc effectivement. Donc raison. Avec un bureau en dehors de la maison. Exactement. Et t'es plutôt SMS ou appel? Je suis plutôt SMS. Il y a un truc que je déteste, c'est les vocaux. Ça, vraiment, c'est un truc, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Ah non, ça me rend dingue, si tu veux, les vocaux. D'avoir une personne qui dit je suis trop feignant pour écrire un message, le récepteur, ce sera lui qui va se démerder pour écouter et qui va faire l'effort. Je trouve ça insupportable. Bah après, est-ce que le vocal permet pas justement de faire comme avant, entre guillemets, quand on laissait un message sur un répondeur? C'est pas un peu pareil? Alors, les messages sur le répondeur, tu les écoutes, toi? Non, parce que je reçois plus. Voilà, moi, lesquels que je reçois, je les écoute pas, parce qu'enfin, si, tu les écoutes, mais c'est très chiant. Et si tu veux un vocal, la personne part du principe que t'es libre et disponible pour écouter un vocal. Tu n'es jamais disponible pour écouter un vocal. Moi, je suis en animation, je suis devant des personnes. Je préfère recevoir un petit message discret, un petit SMS, un petit message WhatsApp. Tu le lis tranquillement, tu peux répondre. C'est vachement plus pratique que devoir trouver du temps à écouter ce que te dit une personne. Auditeurs de Podcast et compagnie, vous l'avez compris, Étienne n'aime pas qu'on lui laisse des vocaux. Donc vous pouvez le joindre soit via leur site internet, et je vous invite à aller faire un tour sur coedia.fr, ou alors vous appelez directement Étienne. Ton numéro de téléphone, je crois qu'il est sur le site de Coedia, ou en tout cas il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre, parce que vous pouvez m'appeler. Ah, c'est le tien. Et vous pouvez même me laisser un vocal si ça vous fait rire. Voilà, ça me fera tester, ça fera rigoler Marion qui me voit m'énerver à chaque fois que je reçois un vocal. Ça les fera rire, ce sera très sympathique, ça marchera pour la bonne ambiance de l'entreprise. Coedia.fr, c'est le site que je vous invite évidemment à aller voir. Et merci en tout cas pour ta disponibilité, Étienne. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir participé à ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, le podcast qui parle des créateurs d'entreprises, des gens qui avaient une activité peut-être salariée et qui un jour se sont dit mais pourquoi je me lancerai pas dans l'entrepreneuriat et je serai pas mon propre patron. C'est ce que tu as fait avec ton associé Denis, et j'oublie pas Marion et Yacine bien évidemment qui font partie de l'aventure Coedia. Je les oublie pas. Quel talent, Romain. Merci pour tout. J'ai passé un excellent moment. J'espère que ce sera très agréable à écouter et vraiment que ça ravira les oreilles de ma mère qui sera la première personne à qui je l'enverrai. Et je vous invite tous évidemment à aller sur coedia.fr pour voir de quoi il en retourne, pour parler de santé mentale avec Étienne et son associé Denis. Et pour tous les patrons qui ont envie de se renseigner, allez y faire un tour et n'hésitez pas à appeler Étienne et à lui laisser un vocal. Il y a son numéro de portable sur la page d'accueil, c'est juste en bas. Merci beaucoup. Merci Étienne, à très bientôt. À très bientôt, salut. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.